On va commencer. Vous m'entendez bien? Ok. Je vais leur faire le même pitch, vous êtes bien installés? Très bien. On m'a dit qu'il y avait plusieurs types de profils. Qui sont les profils qui sont en licence? Si vous pouvez lever la main. Ok. Ceux qui sont en M1, ils sont force. Et ceux qui sont en M2, ok. Et ceux qui sont ni en licence, ni en M1, ni en M2. Ok. Eh ben, je suis super content d'être là. Merci Antoine. Je vais demander de me ramener un petit feutre si jamais je devais dessiner des petites choses. Et donc, sans plus attendre, vous avez donc le hashtag à gauche. Combien d'entre vous vont live tweeter cette petite présentation? Ah, merci. Merci à vous. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, sur Twitter, vous aurez un fil de conversation, d'interaction. Et j'y répondrai personnellement. Donc, toutes les questions qui sont sur Twitter auront une réponse. C'est promis. Donc, merci. Donc, mon pseudo, c'est Nicolas Loubet, qui s'affiche en grande slide. Je suis un serial entrepreneur, comme on dit. Non, j'exagère. J'ai créé plusieurs entreprises qui n'ont pas forcément super bien fonctionné. UMAPS, qui est une agence de com, Notex, qui est un réseau qui fonctionne comme un média, d'une certaine manière, un média social, et Blue Node, qui est une boîte sur laquelle je suis engagé depuis 1 an, qui se profile comme une start-up. Et le jeu de cette présentation, ça va être d'interagir autant que faire se peut sur qu'est-ce que c'est qu'une start-up, en quoi ça peut vous intéresser dans vos métiers, en rapport avec la communication, en rapport avec les médias sociaux, en rapport avec l'intelligence économique. Et je fais un avertissement tout de suite, je ne suis pas du tout spécialiste de l'intelligence économique. Donc ça situe bien le contexte. Vous avez beaucoup plus de choses à m'apprendre sur ce terrain-là que moi. Donc ça va être hyper intéressant, que ce soit maintenant ou sur le temps du buffet, d'interagir sur ces questions. Quel point commun entre start-up et intelligence économique? Et je vais commencer tout de suite par la question numéro 1. Dans cette salle, il y en a combien d'entre vous qui s'intéressent aux start-up? Levez bien la main, sérieusement. Allez-y. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, une petite dizaine, quoi. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui est super courageux pour me dire pourquoi il s'intéresse aux startups? Est-ce qu'il lève la main? Personne? Il y a un micro qui circulera au cas où. Ok. Deuxième question. Qui veut créer une startup? La question est un peu plus douloureuse et engageante. Vous pouvez lever la main? Une seule personne? Waouh. Ok. Je la repose. Personne aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, 22, 23, 24, 21, n'a envie de créer une start-up. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, on va en parler. Ok. Ok. Je vais m'adresser à mon voisin qui est en face. À cette question. Les startups qui m'inspirent, là je vais pas en avoir en tête. Mais je vais bien passer le micro à quelqu'un qui en aurait une à ma voisine. Donnez-moi quelques noms là, vite fait. Micro, mademoiselle. Oui. Non. Facebook, Twitter, Dropbox, Airbnb, ça vous parle quand même? C'est des boîtes qui vous correspondent? Vous vous sentez en phase avec ça? Est-ce qu'il y a des boîtes que j'ai pas citées qui vous inspirent davantage? Je sais pas moi. Dans le domaine de l'éducation, par exemple Coursera, ça vous parle? Vous voyez ce que c'est? Qui a dit oui? Ah. Allez, présentez-moi. Salut. Coursera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de plateforme de cours en ligne. Le principe, on s'inscrit en ligne, il y a une sorte d'annuaire de cours, il y a des profs de n'importe quelle université, ça peut être l'université de, je sais pas, des universités aux États-Unis, en Suisse, en France. Ils proposent des sujets de cours et par exemple, on s'inscrit sur un cours sur uniquement les relations internationales ou uniquement développer sa start-up ou la médecine sur un chapitre particulier. Et en gros, c'est des profs qui donnent des cours en ligne à plein d'élèves qui suivent à distance. On reçoit des diapos des profs, ils font des vidéos, ils donnent des exercices. Voilà, c'est une sorte de Wikipédia des cours en ligne. Tu as déjà testé? Oui, j'ai suivi des cours déjà, un seul. Mais... Okay. Combien d'entre vous utilisent Facebook tous les jours? Hey, cool. Combien d'entre vous étaient sur Facebook en 2008?
En 2008, hein. Je répète, en 2008. Ok, vous étiez tous déjà dessus? Waouh! Les gens qui se posent des questions, j'étais pas, ok. Qui a déjà loué un appartement avec Airbnb? Oh, ok. Une personne, deux personnes. Ok. Qui est un gros utilisateur de YouTube? Genre, ok. Dites-moi pourquoi vous aimez YouTube. Alors, j'utilise YouTube pour regarder des vidéos marrantes qui font le buzz un peu. Et puis, en fait, ça dérive beaucoup parce que du coup, je regarde les suggestions de vidéos et je peux passer des heures sur YouTube à regarder des vidéos parfois inutiles, parfois intéressantes. Et Genre voilà. 3 heures par jour. Ouais, par nuit. Ok, bon, dernière question. Combien d'entre vous ont un mobile connecté à Internet, ce qu'on appelle un smartphone? Ok. Ok. Bon, tout ce que je vous ai raconté, ces boîtes-là, elles n'existaient pas il y a 10 ans. 10 ans. C'est tout petit, hein. Donc moi, j'ai découvert Internet en 1995. Je suis né en 1985. Donc à 10 ans, j'ai découvert effectivement la micro-informatique et j'ai découvert Internet. Tout ce que je vous ai raconté, ça n'existait pas. En 10 ans, 15 ans, allez, 20 ans dans l'absolu, tout ce que vous utilisez tous les jours, ça vient de ça. De ces startups qui, à défaut de vous inspirer, sont rentrées en vous, littéralement. Moi, j'ai découvert la télé, j'étais accro des télévisions et des séries, tout ce que tu voulais. YouTube a changé ma vie, Deezer a changé ma vie, Spotify aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais déjà créer comme déclic, de vous rendre compte à quel point vous êtes connecté aux startups, mais tous les jours, tout le temps. Combien d'entre vous sont sur Facebook en ce moment où je vous parle? Voilà. Je laisse le micro aux collègues. Si jamais, merci. Mais c'était une première observation que je voulais partager avec vous. Hop, c'est un peu sportif. Voilà. Bon. On a parlé des startups, on a parlé de celles qui vous inspirent, plus ou moins. Et la première question que j'aimerais dissiper, c'est qu'est-ce que c'est fondamentalement qu'une startup? Cette question n'a rien de simple. Si certains s'intéressent aux occurrences de recherche dans Google, je vous invite à regarder l'évolution du nombre de recherches liées au terme startup dans le monde ou en langue anglaise ou en langue française, le mot startup c'est compliqué, et voir comment elle a évolué sur ces 10 dernières années. Et vous allez avoir la traction. Cette question n'a rien de simple. Tout ceci mérite d'être discuté et c'est pas dogmatique, vraiment pas dogmatique. Mais si je devais prendre peu ou prou une brique de définition, certains d'entre vous ont peut-être déjà travaillé en entreprise. Levez la main, qui a déjà bossé dans une bonne petite boîte, grande, petite, moyenne, peu importe. Ok. Vous connaissez la vie dans l'entreprise, on est d'accord? Vous connaissez ses contraintes, vous connaissez les modalités de rémunération, vous connaissez les modalités de croissance, comment je vais naviguer dans une arborescence d'entreprise avec son organigramme, comment je vais gagner de l'argent à l'intérieur, comment je vais créer ma propre petite entreprise. Souvenez-vous de la chanson de Bachung, Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. On n'a pas encore l'équivalent de la chanson Ma petite start-up connaît pas la crise. Parce que effectivement, une start-up n'est pas une petite entreprise. Ça, vous pouvez le noter dans la marge, ce n'est pas une petite entreprise. Et c'est ce qui va faire justement le fil directeur de mon intervention. À partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez à quel point, oui, déjà pousser une entreprise, c'est super dur et je l'ai fait. Et pousser une start-up, c'est tout aussi difficile, mais c'est encore plus éreintant parce que vous naviguez dans un brouillard d'incertitude. Mais vraiment. Et c'est hyper difficile de jouer avec l'incertitude. Est-ce que certains d'entre vous aiment le cirque, par exemple? Si certains ont déjà essayé le funambulisme, être sur un fil, ça fait flipper, quoi. Donc vous me direz, à 1 mètre du sol, même pas peur. Mais si vous avez un vide de 1000 mètres, là, ça fait flipper. Une start-up, c'est ça la meilleure image que j'ai à vous donner. C'est que quand vous commencez, vous pouvez toujours tomber. Après, vous pouvez vous accrocher tout ce que vous voulez pour avoir un... Mais ça vous montre à quel jeu on est en train de jouer quand on parle de ça. Alors, on peut transformer la question. Si on ne sait pas ce que c'est, à quoi on la reconnaît, d'après vous? Donc, je reviens vers le jeune homme du début, toujours perplexe. À quoi on la reconnaît? Pour moi, une start-up, ça commence déjà avec une idée, une idée originale. Une idée, ça peut être par exemple dans les nouvelles technologies. Non. Voilà. Jeune femme, je reviens à une idée. Une idée innovante. Sur un marqueur. À quoi tu reconnais une start-up d'après toi? Imagine,
je sais pas, tu te balades sur le web, sur Google, tu dis oh ce produit est génial. Ok, je sais que j'ai en face de moi une start-up. Bah, c'est quelque chose d'innovant qui n'existe pas forcément avant. Donc c'est nouveau. Donc pour monsieur c'est une idée, pour mademoiselle c'est nouveau. Ok. Est-ce que d'autres ont des suggestions là-dessus? Non? Ok. Bon, je continue. Alors, premier marqueur, ce qu'on appelle la disruption. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous est familier. Honnêtement, entre nous, qui ne sait absolument pas ce que ça veut dire la disruption? Peu importe, on est entre nous. Ok, au moins ça situe. Parfait. Je vais développer. Deuxième marqueur, la croissance. Est-ce que ça vous parle? Donc, typiquement, une entreprise traditionnelle, on prend, je sais pas moi, Paul, entreprise qui, il y en a, je sais qu'il y en a un à Poitiers puisque j'ai mangé à midi un sandwich chez Paul. Donc, vous avez un lieu physique qui vend des sandwichs, des cannelés excellents, des boissons et compagnie. Ok, croître avec une entreprise comme Paul, ça veut dire avoir d'autres pôles, un peu partout en France, dans le monde. Ok. Vous voyez l'effort que c'est de créer un magasin? C'est énorme, hein. Donc dans le monde tangible, puis il faut avoir des vendeurs, parce que c'est pas automatique tout ça. C'est pas comme les antibiotiques. Tu rentres, il y a quelqu'un qui te répond en chair et en os, j'aimerais un sandwich, ok, combien? Voilà. La croissance, c'est le sport des start-upers. C'est le sport des start-upers. Et c'est là où le schéma de la croissance peut être très très différent entre une entreprise traditionnelle de ce qu'on appelle une start-up. Tout ceci peut être un peu ronflant et croyez-moi, ça va être plus fun quand on va rentrer dans le détail. Et enfin, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'un des gros marqueurs d'une start-up, c'est que vous n'avez jamais la certitude, en tout cas sur sa phase de lancement, qu'elle pourra survivre. Si je devais vous montrer une vignette avec toutes les boîtes liées à l'économie Internet ou l'économie numérique aujourd'hui, c'est un cimetière sans nom. Un cimetière. Est-ce que vous avez une idée du nombre de start-up qui sont amorcées aux États-Unis tous les ans? Plus de 100 000? Ok. Plus de 200 000? Ok. Plus d'1 million? Ah, ça commence à tanguer là. Bon, ceci a des marges d'erreur énormes, mais on estime autour de 650 000 le nombre de startups qui sont amorcées tous les ans aux États-Unis. Donc un Facebook, 650 000 startups. Vous voyez les jeux? C'est pas énorme, hein. La probabilité, elle existe, mais elle est là. Et ça vous montre à quel point on est dans un jeu intense. La chance qu'on a, c'est que le nombre de startups qui vont se créer dans les années à venir va encore augmenter. Et c'est pour ça que des gens comme vous, comme ceux qui sont dans cette salle, la probabilité que vous en créez une ou que vous associez une startup, chaque année augmente simplement parce que le nombre d'occurrences, le nombre de possibilités, le nombre de gens qui rentrent dans ce jeu-là augmente tous les ans. Aux États-Unis, certainement, mais dans tous les pays du monde. Donc, si certains d'entre vous ont envie d'aller au Brésil, d'aller en Malaisie, d'aller au Kenya, d'aller au Maroc, d'aller au Mexique, d'aller au Bangladesh, d'aller au Pakistan, d'aller en Russie, d'aller en Corée du Sud, et vous ne trouverez qu'à chaque fois des écosystèmes d'innovation qui sont en train de se chambouler à une vitesse démesurée. On en est là. Bon, ça c'est une question qui est compliquée, donc manifestement je vais y répondre. Ce qui relève de la disruption, c'est ce que j'appellerais l'effet Kodak. Vous savez combien Kodak, au summum de sa splendeur, avait de salariés? Plusieurs dizaines de milliers. On était autour, je crois, de 11 ou 12 000. Tout ceci a des marges d'erreur et ce n'est pas l'essentiel. Savez-vous combien de salariés avait Instagram au moment où il était racheté par Facebook? Bon, ça a fait les grands titres qui n'avaient pas de business model. Ils en avaient une dizaine. Et ils touchaient des millions de personnes tous les jours. Ce qui relève de la disruption, c'est des moments d'accélération qui sont hyper spectaculaires et qui ne sont pas forcément programmés. C'est dans le domaine de la vente en ligne. Combien d'entre vous, par exemple, ont acheté avec Amazon cette année? Voilà, vous êtes trop. Ok, une petite dizaine, plutôt pas mal. À ma connaissance, le chiffre d'affaires qui est fait par Amazon sur le temps de Noël et de Thanksgiving est absolument astronomique.
Vous imaginez ce que représente le commerce électronique. Je ne sais pas si vous avez été en back-office, regarder comment fonctionnaient les entrepôts d'Amazon. C'est hyper spectaculaire, c'est des immenses entrepôts, immenses. Tapez sur votre moteur de recherche favori, Bing ou Google, peu importe, ou Yahoo, entrepôt Amazon en anglais. C'est fantastique ce que vous allez voir, ce que ça représente. Vous allez voir, parfois, vous allez voir un choc. Ça, c'est ce qui se cache derrière. Amazon a changé les règles du jeu du commerce. Pas toutes les règles, mais il a étendu des possibilités. Je vous donne un exemple. Juste pour vous preniez en tête, vous compreniez, vous appréhendiez ce que veut dire la disruption. Je suis un dimanche soir, je viens de paumer comme un débile ma batterie externe, sachant qu'un mobile, vous savez, au bout de 5 heures, il vous plombe, parce que ça part super vite. Je dois couvrir un événement le lundi, en fin de journée. J'ai besoin d'une batterie externe pour faire mon métier. Je vais sur Amazon, je me plug, je dis je veux une petite course en moins de 24 heures pour avoir telle batterie. En moins de 24 heures, dans ma petite boîte aux lettres, j'avais la batterie externe qui me convenait exactement à mon besoin. Une réactivité pareille, donc en termes de process, j'avais jamais vu ça. Autre exemple, je découvre Deezer en 2008. Vous-même, vous avez peut-être découvert à cette époque Deezer dans les soirées et tout, c'était super cool. Quand j'ai découvert Deezer, en 48 heures, j'ai découvert plus de titres musicaux super fun que j'adorais que dans 20 ans de ma vie en discothèque, bibliothèque, physique. Ça, c'est la disruption. Vous êtes capable d'avoir des moments d'accélération, vous êtes capable de couvrir des surfaces que vous n'avez jamais couvertes. Internet change les règles du jeu. Et c'est ça que j'essaie de vous faire palper. La disruption, c'est ça. C'est jouer des effets de réseau. C'est jouer effectivement du changement des règles du jeu. Certains peut-être sont des gros gamers, peut-être qu'ils ont joué à WoW, ils ont peut-être ils ont sauté sur GTA, sa dernière version. Vous savez le nombre de personnes qui se sont jetées sur GTA le jour de son lancement? Astronomique. Tapez GTA lancement, vous verrez c'est des centaines de millions en 24 heures. Vous voyez un peu le rythme dans lequel on est? Et on est dans un registre hyper communautaire, hyper relié. Et c'est ce qu'Internet est en train de changer en termes de règles du jeu. Mais la contrepartie de tout ça, c'est que les gens avec Internet, vous, moi, c'est des drôles de zozos. Les usages numériques, c'est la chose la moins appréhendée du monde. C'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui a été prononcée par un collègue il n'y a pas longtemps. La distance entre 2 clics est équivalente à un marathon. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Le coût du clic, c'est-à-dire que amener un utilisateur, un consommateur, vous, moi, à faire un clic, c'est un coût énorme. Le comportement numérique est quelque chose d'hyper difficile à appréhender. Pourquoi vous allez sur un site plutôt qu'un autre? Et puis derrière back-office, vous avez tout un tas d'éléments qui vous sont absents. J'imagine que les questions qui sont relatives à la vie privée, ça vous alerte un tout petit peu. J'en voyais certains qui se cachaient quand je les prenais en photo. Vous avez raison d'avoir ce type de comportement. Mais vous imaginez la complexité du réel qui se cache derrière ces questions-là? C'est ça la disruption. C'est rentrer dans un jeu très compliqué, très incertain, mais qui peut vous faire gagner énormément et une vitesse foudroyante. Souvenez-vous, avant 2005, YouTube n'existait pas, Spotify n'existait pas, Dailymotion n'existait pas, l'iPhone n'existait pas, et tous ces services n'existaient pas. En moins de 10 ans, ils vous ont conquis, littéralement. J'ai l'impression d'être un évangéliste, mais je vous raconte juste le jeu dans lequel on est, quoi. Donc, c'est là où le petit dessin va être sympa. Donc, j'ai 2 expériences. J'ai une expérience de boîte dite innovante, ce qu'on appelle une PME, donc une PME innovante. La croissance d'une PME innovante, ça ressemble à ça. C'est assez linéaire. Ça, c'est ce que nous, on a expérimenté dans le réel sur 4 ans. Alors ça, c'est en gros, ça peut être le revenu, ça peut être le nombre de personnes que vous touchez, mais peu ou prou, vous me direz si vous êtes un peu exigeant, vous voulez savoir ce qui est en ordonnée, le temps, pardon, en abscisse, et en ordonnée, vous voulez effectivement quelque chose, on va dire, allez, le revenu. Voire, mieux, ce que vous gagnez réellement. Ce que j'ai découvert en travaillant dans l'univers des startups, c'est que tous les gens qui ont été confrontés à ce type de produit ont toujours eu un truc qui ressemble à ça. Et après, ça va. Alors, ce qui est excitant, c'est là. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec Bleu Node, c'est qu'on est pile poil dans cette zone complètement compliquée, où soit vous continuez comme ça, et vous tomberez dans l'alcoolisme le plus profond, et la vie est horrible. Ça décolle. Et c'est exactement là-dessus que j'aimerais qu'on discute. Comment, vous qui travaillez dans l'univers de la communication, de l'intelligence économique, de la compréhension des réseaux complexes, vous pouvez aider des startups ou travailler avec des startups pour faire en sorte qu'elles passent de 0 à 1. J'ai pas de produit qui répond à aucun besoin, j'ai un super produit qui répond à un besoin, et ensuite, on peut partir sur des rythmes de croissance exceptionnels. Et vous voyez, cette marche, elle est terrible.
Donc ça, c'est le fondateur de AOL, Steve Blank. On lui doit cette définition qui est une définition parmi d'autres. Je vous la lis avec vous. Du coup, je profite. Ah, c'est Twitter, Facebook. Une start-up est une organisation sociale temporaire en recherche d'un business model réplicable et scalable. J'ai mis des italiques pour la simple et bonne raison que j'ai très peur de faire une grosse faute de français. Parce que scalable, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, on passe de je fais Airbnb dans une ville dans le monde, à New York, et je le fais dans toutes les villes du monde. Vous savez qu'aujourd'hui, Airbnb, en moins de 4 ans, a plus de chambres que la plupart des parcs hôteliers. Il y a seuls 2 parcs hôteliers qui ont plus de chambres que eux. En 4 ans. La croissance de Airbnb, je vous invite à taper Startup School Y Combinator Airbnb, sur votre moteur de recherche préféré, c'est insolent. Mais insolent, la croissance tous les ans est convexe, comme ça. Hop, hop, c'est d'une insolence pure. C'est-à-dire que tout ce qui fait une croissance traditionnelle, linéaire, qui s'ancre dans le tangible, souvenez-vous de l'exemple de Paul, vous changez absolument tous les paramètres. Et c'est ça qui relève de la disruption, des effets de croissance, mais c'est aussi tous ces éléments liés à l'incertitude. Ils ont touché le jackpot, quoi, littéralement. Combien d'entre vous ont fait de la recherche, peu importe le domaine, dans les sciences de l'homme et de la société, dans le domaine des sciences physiques et naturelles? Si vous pouvez lever la main. Antoine, on a fait? Bah forcément, le monsieur au premier plan, c'est un killer. et j'ai fait... Bon, pour tout vous dire, en termes de parcours, mes 5 premières années de ma vie, je les ai fait... J'étais géophysicien. J'ai travaillé dans le domaine des sciences de la Terre. Mon métier, ça consistait à comprendre ce qui se passait à entre 10 mètres du sol et plusieurs milliers de kilomètres du sol. Donc ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Qu'est-ce que c'est compliqué? J'ai passé des journées entières sur le terrain, en train de vérifier. Et ce que j'en garde comme expérience, c'est qu'affronter le réel, c'est une bataille de gladiateurs. C'est une vraie bataille. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que je me sens très à l'aise dans l'univers des startups parce que j'y retrouve les mêmes problématiques. Comment avoir des données pertinentes? Comment structurer et organiser ces données pour en dégager des observables qui vont permettre d'avoir des lois de comportement? Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout ça est lié, encore une fois, à une compétence qui est très très rare que vous avez, j'en suis persuadé, c'est la capacité à comprendre pourquoi les gens sont amenés à être en adhérence par rapport à un produit, par rapport à un besoin, et pourquoi d'autres fois ça ne marche pas. Combien de produits ou d'objets vous avez été amené à utiliser une fois dans votre vie et que vous oubliez complètement? Alors c'est là que ça devient encore plus fun. Donc là, c'est un investisseur qui a fait sa fortune avec PayPal, qui s'appelle Peter Thiel. On lui doit d'avoir été le premier investisseur dans une petite boîte qu'on appelle Facebook. Donc c'est le bonhomme qui a investi dans cette zone-là, qui a dit « ouh là 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 ». C'est-à-dire qu'il a découvert Facebook à une époque où c'était un réseau social pour des étudiants, donc un marché de niche, sur un usage qui était en gros je te friend, c'est-à-dire je suis en ami avec toi, tu es en ami avec moi, uniquement cet usage, peu ou prou, et qui n'avait aucun business model. C'était il y a 10 ans. Il a mis 500 000 euros, dollars, pardon. 10 ans plus tard, Facebook est devenu une des plus grandes plateformes universelles de communication interpersonnelle entre les gens. Après, Facebook perd des gens, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le génie d'un investisseur. De comprendre, quand on regarde les fondateurs, quand on comprend leur vision, quand on comprend les usages, quand on mesure les observables, de comprendre qu'il va se passer des choses que toutes les autres startups ne sont pas capables de faire. Les mêmes startups qui font peu ou prou les mêmes choses au même moment, vous en avez la plupart qui vont mourir. Il y en a une qui peut réussir. Ce qui est très rigolo, c'est ce jeu de l'investisseur. C'est que beaucoup d'idées qui paraissent complètement mauvaises sont vraiment complètement mauvaises. Là, je réagis au monsieur. Beaucoup d'idées qui sont bonnes, effectivement, sont bonnes. Mais les startups les plus incroyables, les plus radicales, sont celles qui sont dans cette petite zone entre les deux. Combien de fois on est venu vous voir avec une idée complètement saugrenue? Genre, puis tu sais quoi mec, j'ai trouvé un truc, c'est une cigarette électronique qui permet de, je sais rien, mais c'est complètement idiot ce truc, personne ne va jamais utiliser ça. Vous avez une récurrence dans toute l'histoire de ces startups que je vous ai citées, c'est qu'au début, la frontière entre c'est une idée complètement idiote et c'est une idée absolument révolutionnaire est hyper fine. Et c'est ça qui est fascinant. Vous voyez, l'incertitude, elle se joue là. C'est que vous êtes dans une zone où
manifestement, il se passe des choses. C'est pas super simple. Ça peut être un pari gagnant, comme ça peut être un pari perdant. Mais c'est juste pour vous habituer. Si vous vous intéressez aux startups, vous avez levé la main, certains. Si vous êtes prêt à en créer, sachez que vous êtes dans cette zone-là. Dans cette zone où ce que vous dites peut être complètement idiot, mais ça peut être une idée géniale. Pour plein de raisons qui vous appartiennent, parce que vous connaissez le réel, vous l'appréhendez. Et apprendre le réel est un métier, c'est un sport, c'est super compliqué. Dire « je pense », ça, tout le monde peut le faire. Dire « je sais », c'est très difficile. Hop là. Et donc j'en viens à une petite phrase magique qui est un peu rigolote, c'est que, et c'est pour ça qu'on est dans cette question de l'incertitude et du peut-être, de ce qu'on appelle aussi la sérendipité, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez cette expression du signe noir, cette idée que vous avez des gens qui sont effectivement, là vous avez que des signes blancs, vous avez un signe noir et vous avez envie de l'éjecter du cercle. Et bien généralement, ces profils qui sont à la tête de start-up, qui peuvent être des gens complètement farfelus, ça m'est arrivé de les rencontrer et de parler avec eux, ils sont farfelus, sont des gens qui portent le futur en eux. Et je vous assure que penser Facebook ou penser YouTube dans les années 2000, c'était pas quelque chose d'évident. Si je devais vous interroger aujourd'hui sur les observables, sur des choses qui aujourd'hui nous frictionnent, nous touchent, exemple, la génomique personnelle. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle a entendu parler de la génomique personnelle? Personne. Ça consiste, et c'est un sujet de débat éthique intense, à vous dire, on a les outils aujourd'hui pour 99 $ qui vous permettent peu ou prou, sur une certaine des parties codantes de votre ADN, de décrypter une occurrence de probabilité, donc une occurrence de maladie. Exemple, vous donnez une petite pastille de votre salive, vous avez une boîte américaine qui fait ça très très bien, je tairai le nom pour pas de publicité, et elle vous renvoie un échantillon, vous dit vous avez 60% de chance d'avoir telle maladie, 50% de chance d'avoir telle maladie et compagnie. La génomique personnelle, quand on est dans la région de Cambridge ou MIT, est le domaine où vous avez le plus de petits génies en biologie aujourd'hui qui s'investissent pour créer des startups. On peut prendre rendez-vous dans 10 ans. Vous savez que dans les prochaines années, dans le domaine de la génomique personnelle, vous allez avoir des boîtes qui vont toucher des millions de personnes et certains d'entre vous sont aussi en tant que consommateurs dans cette salle. C'est pas genre ça va arriver, c'est on sait que ça va arriver. Mais qui, quand, comment, on ne sait pas. Et on pourra en parler des heures. Vous avez d'autres exemples. Je pense que vous avez vu ces affaires de drones aussi, ce petit buzz autour d'Amazon qui met son petit drone. Vous avez plein de petits observables qui montrent que le monde est en train de se transformer à une vitesse fulgurante, vous avez de plus en plus de startups, et qu'effectivement ça va vous toucher comme ça vous a touché à l'époque. Souvenez-vous, YouTube, Facebook, l'iPhone, tout ça n'existait pas il y a 10 ans. Et ça vous a touché. Donc tout ce que je vous raconte, c'est le monde dans lequel vous allez évoluer. Et après, à vous de voir le rôle que vous avez envie de jouer là-dedans. Bon, ça c'est... On pourra en parler autour du buffet. Alors, si je devais vous partager en retour d'expérience de tout ce que j'ai vu, observé et que j'ai éprouvé, les 3 défis sur lesquels on est amené effectivement à se taper la tête contre les murs tous les jours, c'est d'abord la question de l'équipe. Je ne sais pas si vous le mesurez, mais la qualité de votre réseau proche est une variable considérable. Les gens avec qui j'ai passé des heures et des heures à me friter, à me tailler, sont des gens que j'ai rencontrés il y a 10 ans quand j'étais au lycée. Vous ne mesurez pas la chance que j'ai tiré au gros lot. Avoir un environnement proche avec qui vous êtes capable de vous investir sur des temps longs, mais peu importe, ça peut être votre conjoint, votre fiancé. La qualité de cet environnement, donc votre équipe, ce qu'on appelle les cofondateurs, est absolument essentielle. Donc sachez que les événements que vous faites, les forums que vous faites, les événements sur lesquels vous êtes amené à vous positionner, les voyages de classe, j'en sais rien, les colonies de vacances, tout ça construit votre réseau et vous permet de rencontrer la personne avec qui ça va matcher complètement, comme un Big Bang. Et ce qui va sortir, ça peut être des pépites. Deuxième chose, la compréhension des usages. Ça, c'est quelque chose sur lequel, me semble-t-il, vous êtes quand même assez mûr. Comprendre comment nous utilisons Internet, comment nous utilisons les outils numériques et comment nous sommes connectés les uns aux autres est un défi de tous les jours. Ça évolue à une vitesse phénoménale. Combien d'entre vous se sont amusés avec chatroulette, par exemple? Levez la main, allez, soyez. Allez-y. Vous l'avez fait. Il y a des gens qui veulent parler là? Ok. Bon, c'était une manière de vous dire, vous imaginez? Je passe des détails, mais des services comme ça, il y en a plein qui ont essayé de le pasticher, de l'imiter, mais vous avez des millions de personnes qui se sont amusées avec chatroulette, c'est-à-dire à connecter sa webcam avec un pur inconnu et à faire du next pendant toute la journée ou toute la soirée. C'est ça un usage.
Et si Chatroulette a été réussi, c'est qu'il a touché quelque chose qui était une pépite. Et c'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, étudier les usages, les observer à l'œil ou avec des données en back-office, c'est d'un précieux absolu. Et la question du contexte. Si je vous dis maintenant que les gens qui ont investi les tablettes numériques, ça fait plus de 15 ans, voire même 20 ans qu'ils travaillaient dessus, et que c'est l'iPad qui a tout raflé, pas tout, bien sûr, mais une grande partie, ça vous pose aussi des questions sur est-ce que je suis dans la bonne séquence, dans le bon contexte? Et ça pose la question des écosystèmes. Est-ce que les personnes qui ont vocation à être connectées, pour que l'information circule, pour que les usages se déploient, sont correctement connectés? Et ça, c'est typiquement là-dessus sur lequel vous êtes excellent, de ce que j'en ai compris. Votre capacité à appréhender des environnements très complexes, où vous avez énormément de variables cachées, et vous devez vous tuer à la tâche pour trouver ces variables cachées et comprendre qu'est-ce qui fait les liens entre les gens. Une question qui est scolaire consistera à dire quels sont les points communs que je partage avec vous et combien de points communs vous partagez entre vous dans cette salle. C'est une vraie question, elle est super intéressante, et elle définit le contexte dans lequel on est. Peut-être que certains se sont amusés à utiliser le search graph de Facebook pour essayer de voir quelles étaient les affinités qu'on avait en termes de localisation, en termes d'affinités liées à des films. Tout ce qui fait les points communs entre les gens est quelque chose d'hyper précieux et va définir le contexte dans lequel vous vous inscrivez. Ah, le micro peut circuler, attention. Maintenant, j'aimerais vous partager, parce qu'on arrive sur la fin, quelques éléments qui pour moi sont des objets de réflexion et qui me permettent d'imaginer un futur collectif. Premier observable, donc non, cette fois-ci on a une belle abscisse, une belle ordonnée. Donc, vous voyez la disruption là? Donc, vous vous rendez compte, on estime que toute l'humanité impacte à hauteur de 17% la biosphère en utilisation directe. On utilise, nous, humanité, 17% de la biosphère tous les ans. Vous voyez un peu l'enjeu, l'impact. On est dans un monde hyper méga globalisé. Et manque de bol, ou heureusement, on est 10 milliards à jouer ce jeu-là dans quelques années. Ça, c'est l'estimation qu'on en fait. Ça, c'est un changement de paradigme, un vrai changement de paradigme. On ne parle plus de quelques centaines de milliers de personnes, on ne parle plus de la France des années du 19e siècle. On parle d'un monde où on a peut-être 10 milliards de personnes qui vont vivre sur le même globe. C'est un défi énorme. Ça, cette courbe-là, elle inspire des milliers d'investisseurs à travers le monde et des centaines de milliers de start-upers parce qu'ils savent très très bien dans quel jeu on va jouer. Dans un jeu hyper complexe, hyper connecté, hyper à risque, avec des centaines et des centaines de crises tous les jours dans tous les domaines. Il y a la mobilité, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la culture. Hop, hop. Deuxième chose. Donc ça, cette carte, elle date de 2010, on ne le voit pas très bien. Donc vous voyez les zones qui sont très connectées grâce à Facebook. Donc bien sûr, vous avez des réseaux qui sont des concurrents directs dans d'autres régions du monde. Donc je pense effectivement à la Chine, je pense à la Corée du Sud. Vous voyez en particulier deux continents qui sont en 2010 quasiment éteints sur la carte. Donc cette carte est basée sur le nombre de relations. Donc je suis connecté, tu es connecté à moi, sur l'amicalité globale. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez que l'Amérique du Sud et que l'Afrique sont des zones dans le monde qui sont invisible, entre guillemets. Je ne sais pas si vous vous amusez à suivre le blog de Facebook, mais les observables qu'ils en tirent sur la connectivité du monde, c'est hyper intéressant. Ils se sont aperçus, par exemple, que sur Facebook, le degré de connexion moyen de sa base d'utilisateurs était de 4,5. C'est-à-dire que entre ce monsieur, cette jeune femme et moi, à maxima, on a 4 degrés de connexion. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît ce monsieur. Et ce nombre est en train de se réduire manifestement parce que l'humanité est de plus en plus connectée. Il sera peut-être de 3, il sera peut-être de 2, et peut-être qu'un jour tout le monde se connaîtra. Je caricature. Mais vous voyez un peu l'enjeu? Deuxième chose, imaginez qu'on croit ça avec la génomique personnelle. Imaginez qu'on décode, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que les marqueurs sont énormes, toute l'humanité. Je saurais exactement le degré de connectivité avec ce monsieur sur une base héréditaire. Après, il y a énormément d'inconnus qui sont liés au contexte, qui sont liés à l'histoire, mais c'est une espèce de vue d'esprit. Et vous savez que les investisseurs, c'est de ça, donc ils se nourrissent tous les jours de ces visions de, vous voyez, un petit gamin qui a 19 ans qui s'appelle Zuckerberg, je vais remplacer le téléphone, je serai un service public. C'est ce qu'il disait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il avait 19 ans, il était plus jeune que vous, plus jeune que moi. Et à 19 ans, il disait ça à ses pairs. Il disait, moi, je veux tuer le téléphone. Bon, on va voir s'il a réussi. Mais regardez le nombre de temps, enfin, d'heures que vous passez sur Facebook. Peut-être pas vous, parce que vous êtes, ça se discute, mais les jeunes partent, les jeunes rentrent. On pourrait parler de Snapchat. Mais vous voyez un peu comment on peut imaginer comment évolue le futur. Et c'est ce qui fait la différence entre une start-up. Est-ce qu'une start-up est dans la disruption, elle est dans la croissance spectaculaire et elle est sur un niveau d'incertitude maximale. Facebook est peut-être le MySpace de 2010, de 2014. C'est-à-dire un réseau qui
n'arrive pas à emporter sa base d'utilisateurs parce qu'à un moment donné, le monde change et que, encore une fois, tout peut s'écrouler. Et ça, vous êtes capable de le voir, vous êtes capable de l'anticiper. Sachez que dans Facebook, vous avez des gens qui sont payés pour uniquement observer les gens qui partent tous les jours de Facebook. Vous savez qu'à peu près 2 millions de personnes partent de Facebook tous les mois. Ils partent. Vous avez des gens qui sont payés uniquement pour comprendre pourquoi ils partent. Des métiers comme ça n'existaient évidemment pas il y a quelques années. Et ça n'est que la première génération de métiers qui est en train d'ouvrir. Donc l'incertitude, elle est à tous les niveaux, sur les startups, sur l'investissement, mais aussi sur vous et sur nous dans cette matrice. Vous avez des gens, j'ai des amis proches qui sont effectivement partis de Facebook, et c'est très intéressant de voir que les raisons pour lesquelles ils sont partis n'ont rien à voir. C'est pas systématique. Et alors là, je vous laisse lire, et je vous laisse imaginer à quelle époque cette phrase a été écrite, enfin ce petit paragraphe. Après, il y a des petits malins qui vont peut-être faire reconnaissance d'image. Le globe dans son ensemble est entré dans une crise en évolution rapide. Une crise qu'on peut attribuer au fait que l'environnement dans lequel le progrès technique doit se faire est devenu trop petit et sous-organisé. Jan von Neumann, Can We Survive Technology? Cet article a été écrit en 1955. Donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide. Cet article, si vous avez un article à lire avant la fin de la semaine, c'est celui-là. Je vous assure. Il a été publié dans Forbes, qui est censé être la revue des décideurs. Et ce qu'il décrit, c'est exactement, peu ou prou, je caricature, c'est pas du Asimov, hein, ce qu'on a vécu les 50 années qui ont suivi. Il parle du défi climatique. Il parle de l'automatisation. Donc en gros, ce qui a donné la micro-informatique et peu ou prou Internet. Il parle des enjeux de la biologie. Il parle de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça, c'est une invitation aussi à vous dire, parce que vous êtes des gens très curieux, que lire le passé et lire les prédictions, entre guillemets, ou les anticipations qui se sont manifestées dans le passé, sont très très précieuses pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi. Et ce que nous dit von Neumann, la conclusion de son article est fantastique. Il nous dit, le futur, le 21e siècle, il est déjà dans... C'est une société de l'intelligence où les compétences les plus fondamentales sont liées à l'agilité, la souplesse et le respect d'autrui. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais en l'occurrence, c'est ce qu'il dit. Et ça pose des grosses questions. Une société agile, souple. Une société dans laquelle, quand je commence à 20 ans des études, je sais que la probabilité que je fasse complètement de choses après est de 1. C'est pas de 0,9, de 1, c'est sûr. La plupart des gens bougent, tout le monde bouge. Et donc ça pose des grosses questions sur les formations, ça pose des questions sur l'éducation. Souvenez-vous de ce que disait le jeune homme sur Coursera. Ça pose des questions aussi sur le futur des banques. Vous imaginez qu'elles sont impactées par ce qui se passe, etc., etc. Et j'aimerais terminer par une nouvelle catégorie. Alors tout ceci est de la spéculation pure, donc c'est une expérience. Le terme d'écosystème, notamment d'innovation de start-up, n'a jamais été autant à la mode. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de ce qu'on appelle de Silicon Valley, cette région du monde en Californie, qui dans les années 60 et ensuite 70 et ensuite 80, ensuite 90, ensuite 2000 et 2010 a généré une succession de success stories absolument dingue. C'est là-bas que HP est né, c'est là-bas que Apple est né. Microsoft, c'est un peu différent. Pour le coup, toutes les boîtes ne réussissent pas là-bas. Et c'est effectivement un des rares environnements dans le monde où vous avez une concentration d'acteurs et une capacité à viraliser l'information qui est absolument exceptionnelle, hyper singulière. Et beaucoup d'acteurs dans le monde se sont posé la question comment on reproduit la Silicon Valley à la chilienne, française et compagnie. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des startups qui aujourd'hui se positionnent sur cet enjeu de création d'écosystèmes. Donc je vous alerte juste sur cette tendance et je vous donne quelques exemples. Premier exemple, alors ça c'est... Est-ce que vous êtes familier du terme de ROI? Ouais, je vois quelqu'un qui hoche la tête. Donc c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc vous investissez dans un effort de R&D, ça vous permet de créer des nouveaux produits, ça c'est le modèle traditionnel. Et derrière, ça vous permet de faire des marges supplémentaires, tout va bien, vous avez des nouveaux salariés, cool. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des sociétés, donc Zappos. Est-ce que vous connaissez Zappos, cette société? Levez la main, ceux qui la connaissent, s'il vous plaît. Oh, il est bon, lui. Ok. Tu me décris? Je crois que c'est une société américaine qui vend des chaussures à la base. En ligne, voilà. Et ils sont multimilliardaires. Et ils sont fait racheter par Amazon. Vous voyez, vendre des chaussures en ligne. Le fondateur de Zappos, quand il a dit moi je vais vendre des chaussures en ligne, vous imaginez le nombre de personnes qui lui ont dit mais c'est juste impossible.
Personne ne va acheter des chaussures en ligne. Personne ne va faire ça. Mais la petite différence, c'est qu'il a concentré sa force sur un truc. Il a dit, ouais, c'est vrai, c'est compliqué, mais je vais faire un truc qu'aucune boîte ne fait aujourd'hui. Je vais être la boîte la plus optimisée sur un truc, c'est la relation client. Vous voyez ce que c'est la relation client? C'est, vous arrivez dans un magasin, vous avez acheté un boxer pour votre pote, j'en sais rien, votre copain, et vous dites, ah désolé, c'était une promo, ça marche pas, et le mec vous reçoit, ou la jeune femme, ah non, c'est pas possible, blablabla, nanana. Chez Zappos, la relation client, vous êtes un dieu. Testez, achetez des chaussures en ligne, là, pour Noël. Vous pouvez passer, si vous devez rester 8 heures au téléphone avec Zappos, il passera 8 heures avec vos téléphones. Et vous pouvez tout lui raconter. Ah ouais, super intéressant, c'est cool. Et il vous respecte comme jamais. C'est ça, une start-up qui a choisi d'être fort sur un truc. Et c'est ça, le jeu des startups, c'est au lieu d'être bon partout, vous êtes bon sur un truc, mais vous le faites tellement bien, et vous arrivez à évoluer tellement vite que tout le monde, à côté, court désespérément pour vous accrocher. Je vous donne un exemple. Regardez Facebook. Ils sont incapables de reproduire ce que fait Snapchat. Snapchat, ce petit service qui permet d'échanger des photos pair à pair super rapidement et qui vont s'auto-détruire. Facebook a testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois un service pour pouvoir le concurrencer. Et ils n'y arrivent pas. À tel point que désespérément, ils ont dit on te rachète jeune homme pour alors, 3 ou 4 milliards, peu importe. Vous voyez à quel point on peut copier mais ça ne marche pas? Donc ça vous montre à quel point le jeu des startups, c'est un jeu qui est compliqué parce que ça tient des subtilités incroyables. Et c'est justement lié à cette zone d'exploration. Comment fonctionne le réel est une question qui est super difficile. Ce qui est très intéressant avec ce que fait Zappos, c'est que précisément, ils vont partir du site géographique sur lequel ils sont situés, je ne sais plus où ils sont, pour aller vers une zone qui vous... Enfin, spontanément, je vous dis, Las Vegas, pensez pas start-up. Pensez machine à sous, pensez fête. Certains sont peut-être allés à Las Vegas d'ailleurs. Ok. Ils investissent 350 millions de dollars sur une période de quelques années pour transformer une partie, ce qui s'appelle le downtown de Las Vegas, en un écosystème fertile pour développer des startups. Et ils développent un indicateur, le retour sur la communauté. Et plus intéressant, et c'est là-dessus que je voulais orienter votre regard, sur le return on luck, c'est-à-dire comment par des mécanismes d'accélération de communauté, on peut littéralement jouer sur une variable énorme qu'on appelle la sérendipité. Ça, je pense que c'est une notion qui vous est familière. C'est-à-dire que la chance, vous le savez, n'est pas une donnée, c'est une compétence. Et vous pouvez jouer là-dessus. Vous pouvez littéralement jouer sur la chance. C'est-à-dire, combien de fois ça vous arrive, j'en suis persuadé, ou presque, vous descendez du bus, du métro, peu importe, et vous tombez sur « Ah, Brigitte, Michel, Mohamed, ah putain, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, super cool. » C'est ça la sérendipité. Imaginez un écosystème multiplie de façon considérable cette probabilité-là. Et précisément, les boîtes commencent à investir ce champ-là, ce qu'on appelle le terrain des écosystèmes. Et on est dans notre sujet. La question de l'incertitude se joue précisément à la notion d'écosystème. La notion de chance se joue à la notion d'écosystème. Et cette zone que vous voyez là-bas, qui est terrible, souvenez-vous, cette période exploratoire, elle est pleinement liée à la capacité à toucher de façon parfois complètement aléatoire des acteurs qui vont vous révéler des trucs incroyablement important pour ce que vous faites. Et c'est ce que je disais, on a fait une petite interview avec les collègues tout à l'heure. Connecter les points, connecter les idées, connecter ce que vous savez, c'est un sport de tous les jours. Tous les jours. Et apprendre, c'est ça. C'est connecter les points, comprendre effectivement qu'est-ce qui fait la relation entre les choses, entre les concepts, entre les objets. Hop là. Donc ça, c'est un exemple de... La Web School Factory, c'est une école qui justement essaye d'organiser son écosystème avec un certain nombre d'associations, Musomix, Be My App, France Digital, Mashup. Je voulais juste insister sur le fait que vous avez déjà des exemples de start-up écosystèmes, c'est-à-dire d'acteurs qui essayent d'embarquer avec eux des collectifs de plus en plus complexes. Mais ça, je pense que ce n'est pas essentiel dans ce qu'on se raconte. Et plus contemporain, je ne sais pas si vous avez été alerté, vous avez il y a quelques jours, c'était il y a moins d'une semaine, Fleur Pellerin, qui est donc responsable de tout le volet lié à l'innovation, aux PME et aux startups, donc qui a lancé un label qu'on appelle le French Tech. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos fils RSS, qui est précisément une initiative, vous voyez, hein, qui a vocation à mobiliser des écosystèmes. La terminologie initiale, c'était la notion de quartier numérique. Et on est en plein dedans. Mon signal, si je devais être clair et direct, c'est vous avez un taf et un boulot qui s'offre à vous, qui est lié à la façon dont les écosystèmes fonctionnent, à la façon dont les communautés se mettent en place. Donc, par rapport à ce que vous voulez faire tout de suite, pas
plus tard, mais tout de suite, il y a énormément de boulot dans ce domaine-là. Des startups agissent dessus, des agences agissent dessus, des accélérateurs agissent dessus, et vous voyez, bon, 200 millions d'euros, c'est rien, c'est pas énorme dans l'absolu. Il faut des milliards pour construire un écosystème. Et il faut une quantité de percussions, de collisions et de relations absolument phénoménales. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de jouer en ce moment à ce jeu-là. Le jeu on est en train de transformer les écosystèmes précisément parce qu'on sait que ici, dans toutes les régions du monde, et en France aussi, on peut créer des startups qui changent les règles du jeu dans un domaine sur lequel elles excellent. Et je pourrais vous donner des noms de plein de startups qui aujourd'hui en France sont en train de faire des trucs incroyables et qui ne sont pas à Paris. Elles sont à Bordeaux, elles sont à Nantes, elles sont à Rouen, elles sont à Lille, elles sont à Strasbourg, elles sont à Toulouse, elles sont à Grenoble et aussi à Paris. Pour vous montrer aussi que Poitiers est une région de France, du monde, où on peut faire des trucs incroyables et super intéressants précisément parce qu'on est connecté et que c'est ça Internet. Voilà. Et ça, c'était pour conclure. Si ça vous intéresse, on peut en discuter. La dernière. Voilà. Et si jamais vous voulez discuter avec moi plus posément, parce que tout ça, c'est quand même, ça fait un peu chaud. Et si vous voulez qu'on en discute tranquillement, sereinement, par Skype ou par Hangout, ou si vous voulez qu'on se revoie ici à Poitiers ou à Paris ou ailleurs, je suis disponible. Sachez que je suis de très très loin pas le seul à raconter ces affaires-là, il y en a plein. Et que c'est très important que vous soyez nourris à plein de sources différentes. Et sachez-le, le futur vous appartient, c'est super cool. Voilà, voilà. Ciao. Ok. Sinon, j'aurais dit. On va bouffer tout de suite ou vous voulez des questions? Concrètement? Je suis là jusqu'à 20h, 20h30, si jamais vous voulez interagir. Ah ok, mon train est à 20h19, donc je fais attention. Est-ce que spontanément, je sais que c'est pas facile de parler dans un amphi, bon, des gens qui veulent réagir sur ce qu'on s'est raconté, qui veulent rentrer dans une controverse, ça peut être sympa aussi. Ou sinon, on va tous migrer, on se retrouve à hauteur d'homme et on en discute, comme vous voulez. Tu veux parler? Ah, jeune homme. Qui veut le micro? Levez la main. Qui le veut? Le désir, ardemment. Toi? Oui, je voulais savoir, en fait, là, on a vu du coup un panorama général, mais aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait plus, par exemple, d'innovation comme ça, plus de start-up en France ou n'importe où? Est-ce que c'est juste un manque il n'y a pas assez de gens qui osent, ou est-ce qu'il y a d'autres limites, ou comment ça se passe? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Comme ça, peut-être. Non, j'ai cru. Ok, alors très bonne question. Donc la question c'est, si j'essaie de me l'approprier, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de personnes qui jouent à ce jeu-là? C'est ça? C'est l'idée? Alors, ou pour les aider. Alors, c'est une banalité de dire ça, mais première chose, énormément de gens partout dans le monde, et encore une fois en France en particulier, jouent déjà ce jeu-là sans le savoir forcément. Pour vous donner quelques éléments, quelques clés de parcours, avant d'arriver sur ce que je fais avec Blue Node, on a commencé en mode collectif, en mode association. Oh, comme par hasard, une association organise aujourd'hui un truc super cool. Ensuite, une boîte qui n'a pas forcément super bien fonctionné, puis ensuite une deuxième qui a un peu mieux fonctionné, puis ensuite... Et donc, ce qui fait qu'on peut s'approprier ces possibilités-là, au-delà de la curiosité et des trucs complètement banals, c'est faites des choses avec les gens avec qui vous aimez faire des trucs. C'est le meilleur. Et si vous avez besoin d'un soutien, d'un conseil, mais le meilleur conseil, c'est celui du... C'est la personne qui vous a dit « et ça m'est arrivé, ça vous est arrivé », t'as une idée, fonce. Et si tu te plantes, c'est vraiment bien, parce que ça t'a permis de comprendre quelque chose. Et tu enchaînes et tu enchaînes. Et s'il y a un marqueur que j'ai retrouvé dans toutes les formations, et j'en fais partie, hein, croyez-moi, ça fait pas super longtemps que je suis sorti des amphis, eh bien, tous les gens qui m'ont poussé, et il y en a toujours eu, qui m'ont poussé à faire des trucs, je les saisis, mais jusqu'au bout. Et c'est justement pour ça que le moment où on en est là, maintenant, c'est super sympa, parce que ça vous donne l'occasion de dire, ok, qu'est-ce qui se passe si maintenant on organise une course toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les 2 mois? Tous ces petits trucs, ça fait la différence. Je me souviens encore, genre, elle est très molle dans la voix, la première situation, on était amené à se mettre en challenge. C'était pareil, on avait fait un petit film pour... plus tard, on avait réussi à le vendre au Palais des Découvertes. C'était un petit film d'animation sur un principe, en gros, la conservation d'énergie, principe thermodynamique de base.
On était amené à réunir une petite population de 40 personnes à la maison de l'initiative étudiante, c'était en 2007. Ce débat a changé notre vie. Parce que, on avait des gens qui étaient prêts à nous suivre, qui étaient prêts à nous faire confiance, qui étaient prêts à rentrer dans la controverse, mais à nous donner énormément de retours. Et ça nous a mis une patate de malade. Et c'est marrant de voir à quel point, rétrospectivement, tout ce qu'on a pu faire a conditionné ce jeu-là. Ce qui fait la différence par rapport à l'époque, c'est que clairement, il n'y a jamais eu autant d'acteurs qui vous permettent de très très vite et très rapidement franchir le saut. Un marqueur très très fort, c'est que tous les gens qui ont honteusement réussi dans ce... Non, je suis un peu brutal. Qui ont beaucoup réussi très vite avec Internet sont des gens qui, c'est vrai, ont des parcours qui sont un peu alambiqués, un peu bizarres. Quand vous rencontrez des gens qui sont sortis de l'école à 12 ans et qui ont créé leur première boîte à 14 et qui se sont enrichis, qui ont été millionnaires à 17 ans, ça fout une claque quand même. Je ne dis pas que c'est un marqueur de réussite, mais ça fout une claque parce que ça vous donne... Moi je veux dire, j'ai été éduqué, effectivement, ma maman m'a dit, tu vas au lycée, ensuite tu vas à l'université, et ensuite tu as un petit master, puis c'est cool et c'est sympa et tu feras ta vie. C'est ce que j'ai fait. Mais vous voyez, il y a des gens qui vont complètement de travers. J'ai eu la chance, enfin je sais pas si c'est une chance, de visiter l'école 42, je ne sais pas si ça vous parle. Cette école, alors tapez école 42 Xavier Niel. Alors c'est même pas une école dans l'absolu, c'est un centre de formation accélérée, c'est un camp d'entraînement à la programmation qui s'adresse à des jeunes qui pour beaucoup sont pas perdus dans la vie, mais sont des codeurs, sont vraiment des gens qui parlent avec cette expérience de la programmation. Certains d'entre vous le font peut-être, et vous en avez plus de 70 000 en France qui ont candidaté pour cette école. Vous en avez à peu près 4 000 qui ont été retenus pour faire ce qu'on appelle la piscine, c'est-à-dire le sas de recrutement, et vous en avez 1 000 qui sont finalement dans cette école aujourd'hui. Eh bien, je veux dire que la diversité des profils que j'ai rencontrés est absolument phénoménale. Hélas, pour moi, c'est quand même très très masculin, mais ça c'est un biais de recrutement qui est très fort, qu'on peut quand même gommer. Mais le nombre de personnes que j'ai croisées très très différentes dans cette industrie est quand même affolant, quoi. Donc, deuxième conseil, je ne sais pas si c'est un conseil dans l'absolu, c'est chasser la diversité. J'ai la chance énorme d'être avec des collègues avec qui je suis hyper différent, et c'est vrai que s'embrouiller avec eux est un plaisir, parce que ça permet du coup d'apprendre un réel qui est complexe. Il n'y a rien de pire qu'avoir un cofondateur avec qui tout fonctionne et tout est... Oui, ça fonctionne, mais vous pouvez, si vous vous retrouvez sur la vision, forcément dans l'exécution, il y a des choses qui vont griffer parce que vous n'êtes pas d'accord. Et ça, je crois que l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est être en désaccord, c'est très vertueux. Par contre, résoudre les désaccords, c'est aussi vertueux. Donc première chose, faire des choses avec effectivement ses potes, ses amis, c'est hyper vertueux. Vous allez très très vite. Il y a beaucoup de structures d'appel qui vous permettent de progresser rapidement. Et troisième chose, qu'est-ce que vous avez découvert? Ah, l'école 42. Ça vous épate? Deuxième point, des structures comme celle-là, donc École 42, le Centre de recherche interdisciplinaire, la Web School Factory, l'Innovation Factory, France Digital, les 101 projets, toutes ces initiatives ont moins de 2 ans. La France est en train de se transformer en ce moment, mais transformer. Moi, c'est l'observation que j'en fais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand j'ai fait un amphi en 2003, la situation qu'on est en train de vivre était impossible. On était tous sur un carnet, en train de prendre des notes comme ça, avec un prof qui était sur un rétroprojecteur, en train de passer vous savez, les petites feuilles blanches là. On était à cette époque-là, quoi. C'était il y a 10 ans. Mais c'est pas une critique, c'est juste que quand vous affrontez cette transition, ça fait mal, quoi. Et quand vous vous rendez compte que ma petite sœur qui a 8 ans de moins que moi, elle affronte encore plus cette transition, ça pose des sérieuses questions, quoi. Et je trouve intéressant de puiser dans tout ce qui a fait votre parcours des sources d'inspiration. Le classique, le moins classique, Internet, le non-Internet. Et les gens qui ont le mieux réussi, au sens personnel du terme, qui se sentent bien, sont des gens qui ont effectivement, je trouve, énormément hybridé ce qui fait leur parcours classique de leur parcours moins classique. Moi, je suis très heureux d'avoir fait des sciences de la Terre. Vous ne savez pas le nombre de concepts complexes qui me servent tous les jours pour faire le métier que je fais. Et dans la data vis de réseau, je veux dire, le principe de bande de réaction, les principes de base de thermodynamique m'aident à penser les problèmes. Vraiment. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Cool. Une autre question? Ouais? Je sais pas. Peut-être. 3, 2, 1. Bon, cool. Merci à vous.